Le monde est plus grand que 5 pays. Avec ces mots, le président Recep Tayyip Erdogan s'est adressé aux dirigeants mondiaux réunis à New York pour la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2014. En critiquant le monopole des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, Erdogan remettait en cause la légitimité morale de l'ordre international d'après-guerre et révélait une vérité plus profonde. Le courant changeant de la géopolitique mondiale et l'insatisfaction croissante d'un cercle toujours plus large d'États. Ce sont les soi-disant puissances de second rang qui refusent d'accepter le rôle passif et marginal que les anciennes grandes puissances cherchent à leur imposer dans l'équilibre mondial des pouvoirs. 12 ans plus tard, les paroles d'Erdogan résonnent encore plus fortement. Elles ne sont plus simplement un autre slogan révisionniste, mais une description concise d'une nouvelle réalité géopolitique. Regardez la carte du monde. À première vue, l'image semble simple. Un hégémon américain et un challenger chinois, 2 titans dont la rivalité définira le XXIe siècle. Faisant écho à la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, les médias et les analystes parlent volontiers d'une nouvelle guerre froide. Un monde divisé en 2 blocs hostiles, américains et chinois, où chaque nation est finalement contrainte de choisir son camp. Mais cette façon de présenter les choses, aussi séduisante soit-elle pour les gros titres, simplifie à l'excès la réalité. Et si la vraie compétition n'opposait pas seulement ces 2 superpuissances ? Et si, derrière cette rivalité, une révolution silencieuse était en marche ? Une révolution aux conséquences majeures, redéfinissant entièrement les règles de la politique mondiale ? Sur la scène mondiale, une nouvelle génération de prétendants prend de plus en plus de place. Les pays collectivement connus sous le nom de puissances moyennes, ce sont de plus en plus ces puissances moyennes qui donnent le rythme du changement géopolitique. Ils poussent le monde vers un système qui n'est ni unipolaire, ni bipolaire, mais chaotiquement multipolaire. Les relations internationales ressemblent désormais à une toile dense et en perpétuel mouvement d'influence, de dépendance et d'intérêt. Les puissances moyennes ne se contentent pas d'observer la rivalité États-Unis-Chine. Elles façonnent activement leur environnement, manœuvrant habilement entre Washington et Pékin, tissant leur propre réseau d'alliances, construisant des sphères d'influence et prenant le contrôle des échanges stratégiques, des routes commerciales et des ressources énergétiques. Que sont exactement ces puissances moyennes ? Comment influencent-elles l'équilibre mondial des pouvoirs ? Et pourquoi est-ce une réalité nouvellement apparue ? Découvrons-le. La notion de puissance moyenne n'est guère nouvelle. Ce qui est sans précédent, en revanche, c'est le paysage actuel. Jamais auparavant, il n'y a eu autant d'États considérés comme puissance moyenne. Et jamais auparavant, ils n'ont collectivement exercé un poids géopolitique aussi important. D'après nos propres estimations, 17 pays appartiennent aujourd'hui à ce club, chacun tirant sa force d'une source différente. Pour l'Inde, c'est la puissance économique et la démographie. Pour l'Arabie saoudite, les pétrodollars. Pour la Turquie, une position stratégique et une industrie de défense croissante. Pourtant, une chose les unit tous. Comme l'a si bien dit le politologue bulgare Ivan Krastev, chacun d'eux veut être à la table et non au menu. La montée des puissances moyennes soulève de nombreuses questions, mais une se distingue des autres. Ces États, nouveaux architectes de l'ordre mondial, bâtiront-ils un monde multipolaire plus stable ? Ou bien leurs ambitions et rivalités provoqueront-elles de nouveaux conflits imprévisibles ? Des conflits susceptibles d'entraîner une crise internationale plus grave que la rivalité États-Unis-Chine. Le concept de puissance moyenne a une histoire étonnamment longue. Il a été inventé pour la première fois par le diplomate et penseur italien du XVIe siècle, Giovanni Botero, bien que le terme fasse partie du discours politique depuis 5 siècles. En saisir l'essence et le définir précisément reste un défi pour Giovanni Botero. Une puissance moyenne était, avant tout,
un État doté d'une force militaire suffisante pour fonctionner de manière indépendante sans tomber dans l'orbite de l'un des grands empires de son époque. Cela signifiait des entités politiques comme la République de Venise, qui a réussi à tenir tête dans une région dominée par l'Espagne, l'Empire ottoman et l'Autriche. Le terme a pris un tout autre sens après la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite été utilisé au Canada et en Australie. Dans cette interprétation plus récente, la force matérielle est passée à l'arrière-plan, tandis que les attributs comportementaux sont venus au premier plan. La puissance moyenne est désormais synonyme de bon citoyen international. Un État qui promeut le multilatéralisme, la diplomatie, le respect du droit international et une participation active aux institutions destinées à stabiliser un ordre mondial libéral. Définir la puissance moyenne moderne n'est pas simple. La définir seulement par le produit intérieur brut, la population ou la puissance militaire d'un pays conduit forcément à l'échec. De tels indicateurs ne parviennent pas à saisir l'essence du phénomène. L'influence des Émirats arabes unis ne découle pas de la démographie, et le poids de la Turquie ne réside pas seulement dans son économie, mais aussi dans sa position stratégique et sa volonté de l'exploiter. Il est donc nécessaire d'adopter un cadre analytique plus flexible et hybride. L'un de ces cadres provient de Dinopati Jalal, ancien ambassadeur indonésien aux États-Unis. Selon lui, une puissance moyenne est le produit de 3 éléments clés. La taille, qu'il s'agisse d'un territoire important ou d'une position stratégique, le poids, c'est-à-dire le potentiel économique, diplomatique et militaire, et surtout l'ambition. Ce dernier facteur comportemental est décisif. Cela signifie la volonté consciente d'un État et sa capacité pratique à façonner les événements dans sa propre région et à limiter l'influence des puissances extérieures dans son voisinage immédiat. Au final, ce n'est pas le potentiel, mais l'action qui détermine le statut de puissance moyenne. Cette définition est bien sûr imparfaite et quelque peu arbitraire, mais elle saisit l'esprit des puissances moyennes de la nouvelle ère. Les puissances moyennes actuelles se distinguent par leur autonomie et affirmation face à la rivalité États-Unis-Chine. Hormis les soi-disant puissances moyennes relais de l'époque de la guerre froide, ces puissances moyennes relais agissaient comme des mandataires régionaux pour les États-Unis, comme l'Iran sous la dynastie Pahlavi. A l'inverse, les puissances moyennes actuelles agissent selon leurs propres règles, souvent au détriment des grands acteurs. Elles sont devenues un problème pour les grandes puissances, et non plus, comme par le passé, un outil commode pour faire avancer leur politique. Dans cette analyse, nous simplifions délibérément les typologies traditionnelles, souvent complexes, des États. Alors que certains théoriciens proposent des distinctions plus fines, nous optons pour un cadre clair à 3 niveaux. Les superpuissances, les États-Unis et la Chine, les puissances moyennes, un groupe de 17 États et le reste. La ligne de démarcation la plus importante dans la géopolitique contemporaine se situe entre les superpuissances, dont les actions ont des conséquences systémiques à l'échelle mondiale, et les puissances moyennes, qui agissent comme des acteurs clés au niveau régional. Des acteurs plus affirmés sur la scène mondiale relèguent tous les autres États dans une catégorie unique, le reste volontairement. Cela souligne le rôle central des puissances moyennes en tant que groupe le plus dynamique et influent juste en dessous du sommet de la hiérarchie. Cette catégorisation établit une distinction nette entre les superpuissances qui font les règles, les puissances moyennes qui les façonnent et ceux qui les subissent. Le reste. Notre liste de puissances moyennes comprend 17 États. Certains de ces choix peuvent sembler controversés, mais chacun sera justifié. Plus tard, dans cette partie, nous commençons nos études de cas avec la Turquie, qui à bien des égards est la quintessence de la puissance moyenne, avec son emplacement stratégique au carrefour de 2 continents. Avec une population d'environ 85 millions d'habitants, la 16e économie mondiale, une industrie de défense robuste et la 2e plus grande armée permanente de l'OTAN, la Turquie possède la base idéale pour mener une politique étrangère ambitieuse. Ankara cherche à dominer son voisinage immédiat en tirant parti de ses avantages géographiques. La Turquie vise à devenir un centre énergétique crucial, reliant les producteurs de la région caspienne, de la Russie et du Moyen-Orient aux marchés européens. Mais ses ambitions vont bien au-delà de la domination économique. Sur le plan politique et militaire,
cela s'est traduit par des interventions armées en Syrie, en Libye et des opérations plus limitées en Irak, et le soutien décisif que la Turquie a apporté à l'Azerbaïdjan dans son combat pour le Haut-Karabakh. L'idéologie est aussi un outil dans l'arsenal d'Ankara. La Turquie invoque activement l'idée du panturquisme, de manière particulièrement visible en Asie centrale, où elle cherche à unir les nations apparentées sous la bannière de l'Organisation des États turciques. Membre officiel de l'OTAN, la Turquie poursuit souvent son propre agenda plutôt que les intérêts collectifs de l'Alliance. Elle veut équilibrer entre les États-Unis et la Russie. Cela se reflète dans sa coopération énergétique avec Moscou et son achat de systèmes de défense aérienne russes S-400. Même l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie n'a pas fondamentalement modifié l'approche d'Ankara. La Turquie ne voit aucune contradiction à fournir des armes lourdes à Kiev, à importer du pétrole et du gaz russe et à se positionner comme médiateur dans le conflit. Cela ne devrait surprendre personne. La politique étrangère turque reflète celle d'une puissance moyenne, agissant en État, pivot et exploitant les crises voisines pour avancer ses intérêts. Mais la Turquie n'est pas la seule puissance moyenne au Moyen-Orient. La région abrite également l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces derniers, en particulier, représentent un cas intéressant, ce que l'on pourrait appeler une puissance moyenne de poche. Les Émirats arabes unis ont environ 10 millions d'habitants, dont 90% sont des immigrés venus principalement d'Inde, du Pakistan et d'autres régions d'Asie. Les Émiratis de souche dépassent 1 million. La base démographique du pays est modeste, mais sa position stratégique près du détroit d'Ormuz et ses ports à l'est sont un atout majeur. La réduction de la vulnérabilité à tout blocus, combinée aux revenus du pétrole et du gaz, offre les moyens d'une politique étrangère extraordinairement ambitieuse. Les Émirats arabes unis jouent un rôle majeur dans presque tous les domaines. Militairement, on l'a souvent appelé la petite Sparte. Malgré sa petite population de citoyens, le pays dispose d'une armée bien équipée d'environ 65 000 soldats. Il dispose aussi d'une industrie de défense solide et en forte croissance, avec un investissement gouvernemental prévu d'environ 4,22 milliards d'ici 2031. Pendant des années, la politique étrangère émiratie a visé l'autonomie stratégique tout en gardant des liens forts avec les États-Unis. Abu Dhabi a simultanément approfondi ses relations avec Moscou et Pékin. Malgré la guerre en Ukraine, le commerce avec la Russie prospère, les Émirats arabes unis servant de principal relais pour contourner les sanctions occidentales. Le front chinois reste tout aussi dynamique. Depuis 2017, la Chine est le principal partenaire commercial des Émirats arabes unis, qui ont rejoint les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud en 2024. La diplomatie des infrastructures du pays reflète aussi son approche multivectorielle. Abu Dhabi appuie l'initiative chinoise Ceinture et Route et joue aussi un rôle clé dans le corridor India-Middle East Europe Corridor, soutenu par les États-Unis. En même temps, il a également signé un autre projet concurrent, la route de développement Turquie-Irak, que nous abordons plus en détail dans notre épisode sur les guerres des corridors. Tous ces mouvements obéissent au même calcul, diversification et maximisation des profits. Aucune analyse des Émirats arabes unis en tant que puissance moyenne ne serait complète sans mentionner Dubai Ports World, le géant de la logistique contrôlé par l'État qui exploite 80 terminaux maritimes et intérieurs dans plus de 40 pays sur 6 continents. Pour les Émirats, Dubai Ports World joue le rôle autrefois tenu par les grandes compagnies commerciales à l'époque impériale, un outil pour projeter la puissance et sécuriser des intérêts stratégiques bien au-delà des frontières nationales. Grâce à Dubai Ports World, les Émirats arabes unis exercent une influence tangible sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et contrôlent des points clés du commerce international. Ces investissements s'accompagnent souvent d'un engagement militaire, comme au Soudan, où Abu Dhabi a armé les forces du général Dagalo, dans la guerre civile en cours, ou en Somalie, où les Émirats arabes unis ont établi des bases militaires. Comme le montrent ces exemples, la voie vers le statut de puissance moyenne peut être multiple. La Turquie et les Émirats arabes unis représentent des cas d'ascension. Mais on peut aussi rejoindre le club des puissances moyennes par une relégation depuis le premier rang. C'est, en résumé, l'histoire de la Russie,
depuis la victoire de Pierre le Grand sur la Suède à Poltava en 1709, qui a assuré la place de la Russie en tant que puissance européenne. La place de Moscou dans la hiérarchie mondiale est une question existentielle depuis près de 3 siècles, d'abord comme Empire russe, puis comme Union soviétique. Moscou n'était pas seulement membre du club le plus exclusif du monde, mais pendant des décennies, durant la guerre froide, l'une de ses 2 dirigeantes, une superpuissance qui façonnait le destin de la moitié du globe. L'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 a été un choc profond pour cette identité de grande puissance profondément ancrée. Bien que le consensus dominant ait longtemps soutenu qu'après 1991, la Russie restait une puissance mondiale grâce à l'héritage de l'arsenal nucléaire soviétique et à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, cette affirmation est difficile à défendre à la lumière des faits. En réalité, l'effondrement soviétique a relégué Moscou au rang de puissance moyenne. Les preuves de cette rétrogradation sont nombreuses. Tout d'abord, il y a eu l'effondrement interne. Entre 1991 et 1997, l'économie russe s'est contractée de près de 50%, plongeant le pays dans l'hyperinflation, la pauvreté et une corruption endémique. Moscou ne pouvait plus satisfaire les besoins de ses citoyens, encore moins projeter sa puissance à l'étranger. Sa perte de contrôle sur l'espace post-soviétique était également révélatrice. Les anciens alliés du pacte de Varsovie, au lieu de rester dans l'orbite de la Russie, se sont tournés massivement vers l'Ouest, cherchant à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. C'était un défi direct à la sphère d'influence de la Russie, auquel Moscou était impuissante à répondre. Le symbole le plus marquant de ce déclin fut la première guerre de Tchétchénie, lorsque la Russie était incapable d'affirmer son contrôle même à l'intérieur de ses propres frontières. Vue sous cet angle, l'idée d'une Russie post-soviétique comme puissance mondiale est intenable, même si elle possède des attributs d'envergure mondiale, comme l'arme nucléaire. Cela ne changeait pas le fait qu'après 1991, la Russie était essentiellement une puissance moyenne, tout comme la Grande-Bretagne ou la France après la perte de leurs empires coloniaux. En fait, classer la Russie des années 1990 comme une puissance moyenne est contesté, précisément parce qu'à cette époque, elle ne remplissait même pas tous les critères de cette catégorie. Elle manquait de la capacité à influencer les événements dans son voisinage immédiat, comme l'a démontré la désintégration de l'espace post-soviétique et la guerre en Tchétchénie. La situation n'a changé qu'avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Il a initié un lent processus de restauration, centralisant l'appareil d'État, utilisant le pétrole et le gaz comme armes géopolitiques et modernisant les forces armées. La Russie a progressivement repris le contrôle de l'espace post-soviétique, notamment avec la Seconde Guerre de Tchétchénie en 2000, puis l'invasion de la Géorgie en 2008, suivie de la prise de la Crimée et de certaines parties du Donbass en 2014. Chacune de ces étapes était un acte de révisionnisme calculé visant à reconquérir un empire perdu et à retrouver le statut de superpuissance mondiale. Dans ce contexte, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine devait être l'aboutissement du projet de Vladimir Poutine, mené depuis plus de 2 décennies. Cela est évident à travers l'ultimatum que Moscou a adressé aux États-Unis quelques semaines seulement avant l'attaque, exigeant le retrait des forces de l'OTAN stationnées dans les nouveaux États membres. Admis après mai 1997, la Russie voulait contrer l'expansion de l'OTAN et restaurer un ordre basé sur sa sphère d'influence. Si la manœuvre de Vladimir Poutine avait réussi, Moscou aurait forcé à la fois les États-Unis et la Chine à la reconnaître de nouveau comme une superpuissance égale. Mais cela n'est pas arrivé. La Russie est restée une puissance moyenne. Pire encore, l'écart qui la sépare de la Chine et des États-Unis continue de se creuser. Cette perspective explique également pourquoi Poutine est si déterminé à poursuivre la guerre. Il comprend que la voie vers la restauration de l'Empire russe passe par l'Ukraine, comme l'a dit un jour Zbigniew Brzezinski. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire. Si Moscou perd la guerre ou échoue à la gagner, la Russie restera enfermée dans le piège de la puissance moyenne. Une tragédie géopolitique d'une ampleur comparable uniquement à l'effondrement de l'Union soviétique. Passons maintenant à un pays qui pourrait être une puissance moyenne, mais qui, pour diverses raisons, n'a pas encore atteint ce niveau. Comme la Russie, la Pologne se souvient de son passé de puissance. L'héritage de la République des 2 nations
reste un élément important de son identité stratégique. Mais contrairement à l'histoire de la Russie, marquée par l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques et la perte du statut impérial. Après un siècle de partition, d'occupation et de subordination à l'Union soviétique, la Pologne est entrée dans ce que l'on peut appeler son âge d'or, une période de croissance économique sans précédent et de montée en puissance sur la scène internationale. La transformation après 1989 demeure l'une des plus grandes réussites de l'Europe d'après-guerre. Depuis que la Pologne a emprunté la voie de l'économie de marché libre et de l'intégration à l'Union européenne, son produit intérieur brut nominal a été multiplié par 14, faisant d'elle la 20e économie mondiale. Après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'importance géopolitique de Varsovie a fortement augmenté. La Pologne est devenue un État clé sur le flanc est de l'OTAN, le principal centre logistique pour l'Ukraine en difficulté et l'un des plus fervents défenseurs d'une position ferme envers Moscou. Pourtant, la Pologne n'est pas encore une puissance moyenne. Ce qui lui manque, c'est le facteur comportemental clé qui distingue les véritables puissances moyennes des pays qui aspirent simplement à ce statut. La Pologne tente d'influencer la politique régionale, mais agit surtout comme exécutant fidèle des stratégies d'alliés plus puissants, comme les États-Unis ou l'Europe occidentale. Plutôt que d'être un centre de décision indépendant, sa politique étrangère reste largement réactive, avec une capacité limitée à élaborer et à maintenir sa propre agenda souveraine. Cela est aggravé par une profonde polarisation intérieure et l'absence de consensus entre les partis sur les questions stratégiques. Les projets ambitieux, qu'ils soient d'infrastructure ou géopolitiques, sont fréquemment pris en otage par des querelles internes et subissent révision majeure ou abandon à chaque changement de gouvernement. Dans une telle atmosphère, il est difficile de construire la posture d'un acteur international sérieux. La Pologne dispose ainsi de tous les atouts pour être une puissance moyenne, avec un poids démographique, économique et militaire adéquat. Le soi-disant matériel, mais il lui manque le logiciel. Des élites politiques capables d'exploiter le plus grand potentiel du pays depuis plus de 3 siècles. La chance historique de la Pologne d'accéder à une ligue géopolitique supérieure pourrait bientôt disparaître. Une crise démographique imminente et l'épuisement de son modèle de croissance actuel représentent des menaces existentielles pour ses ambitions. Si Varsovie ne parvient pas à utiliser les conditions favorables actuelles pour poser les bases durables de sa puissance et de son autonomie stratégique, son âge d'or pourrait s'avérer n'être qu'un bref épisode gâché. En analysant le phénomène des puissances moyennes, une autre division frappante apparaît, la scission entre le camp du Nord et le camp du Sud. Et il ne s'agit pas d'une distinction purement géographique, mais plutôt socio-économique, profondément ancrée dans l'expérience historique, en particulier l'héritage du colonialisme. Le Nord regroupe les puissances moyennes traditionnelles, Canada, Australie, Japon, Corée du Sud, Allemagne, Royaume-Uni et France. Ce sont généralement des démocraties libérales stables, profondément intégrées aux systèmes économiques et sécuritaires occidentaux, en tant que bénéficiaires de l'ordre libéral d'après-guerre. Elles ont une inclination naturelle à adopter une position favorable au statu quo. Leur politique étrangère suit souvent le modèle de la bonne citoyenneté internationale, axée sur la promotion du multilatéralisme, de la diplomatie et sur le rôle de stabilisateur du système. Historiquement alignés avec les États-Unis, beaucoup ont récemment montré un intérêt pour l'autonomie stratégique. Le Sud présente un visage très différent. Il inclut des puissances émergentes comme la Turquie, l'Inde, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Indonésie. Beaucoup ont un passé post-colonial, ils sont dynamiques et en forte croissance, mais ils luttent contre des inégalités à la fois externes et internes. Leur vision de l'ordre international diffère fondamentalement. Ils considèrent les structures existantes, en particulier celles qui détiennent le plus de pouvoir décisionnel, comme le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, comme injustes, oppressives et dominées par le Nord. Contrairement au Nord, ils n'ont aucun intérêt à défendre l'ancien ordre. En effet, ils œuvrent activement à son érosion. Les puissances du Sud sont donc révisionnistes par nature, axées sur la compétition, les relations transactionnelles et la poursuite de leurs propres intérêts particuliers.
Si les puissances moyennes du Nord servent de stabilisateurs de l'ancien ordre, celles du Sud sont des révisionnistes qui œuvrent activement à sa chute. Au-delà de l'époque coloniale, les racines plus récentes de cette division peuvent être attribuées à l'issue de la guerre froide. C'est le Nord, mené par les États-Unis, qui est sorti victorieux. La Russie, bien qu'étant l'un des pays les plus septentrionaux du monde sur le plan géographique, appartient aujourd'hui géopolitiquement au Sud. Pourtant, c'est la Chine, et non la Russie, qui dirige désormais le camp du Sud. Cela a des conséquences de grande portée. Les ambitions des puissances du Sud peuvent rapidement devenir des foyers de nouvelles guerres et de nouveaux conflits, ce qui se déroule déjà sous nos yeux. Les ambitions régionales de la Turquie ont motivé ses interventions en Syrie, Libye et Caucase. Israël, autrefois une puissance intermédiaire, relais des États-Unis dans la région, et désormais une puissance intermédiaire révisionniste à part entière, cherche également à remodeler le Moyen-Orient selon ses propres desseins. Des conflits surgissent aussi entre les puissances intermédiaires. Un exemple frappant est la relation entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, autrefois cordiale, mais désormais marquée par une concurrence féroce pour l'influence régionale. Du Yémen à la Corne de l'Afrique jusqu'au Soudan. En conclusion, les puissances moyennes constituent un phénomène géopolitique autonome et durable. Leur émergence s'est enracinée dans un processus historique plus profond que Kishore Makubani appelle la Grande Convergence. Le rattrapage du reste du monde par rapport à l'Occident en termes de niveau de vie, d'aspiration et de normes. C'est cette convergence, plutôt que la rivalité entre grandes puissances, qui est la véritable source de leur force et de leur autonomie. Cela dit, la confrontation entre Washington et Pékin agit comme un puissant catalyseur accélérant l'ascension des puissances moyennes. En équilibrant entre un hégémon et un challenger, ils maximisent leurs gains sans s'engager clairement auprès d'un camp. Dans une ère unipolaire, un hégémon peut toujours punir les désobéissants. Mais lorsqu'il y a deux puissances dominantes, des puissances moyennes agiles peuvent les monter l'une contre l'autre. La composition de ce groupe reste fluide grâce à des conditions favorables et des décisions judicieuses. Des pays comme la Pologne, l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, le Mexique, la Thaïlande, les Philippines ou le Kazakhstan pourraient rejoindre le rang des puissances moyennes. Même l'Ukraine, si l'issue de la guerre lui est favorable, pourrait s'engager sur la voie d'une puissance moyenne. A l'inverse, les membres actuels pourraient quitter cette catégorie s'ils adoptent des politiques inadaptées. Beaucoup auront remarqué le vide sur notre carte à l'endroit où se trouve l'Afrique. Le continent compte certainement de nombreux aspirants. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Algérie en font partie. Cependant, selon notre définition stricte de puissance moyenne, il n'y a même pas de place pour l'Italie ou le Mexique. Aucun État africain n'est actuellement qualifié. La simple faiblesse du voisinage ne suffit pas à garantir une place dans ce groupe. Cela ne veut pas dire que cela ne changera pas à l'avenir. La véritable question alors n'est plus de savoir si l'ère des puissances moyennes est arrivée, elle est déjà là. Mais la grande inconnue est de savoir si les puissances moyennes modernes deviendront les architectes d'un nouvel ordre stable ou simplement les annonciatrices d'un chaos permanent, où chaque acteur agit uniquement selon ses propres intérêts et où la scène mondiale devient une arène de guerre régionale sans fin. Le fait que la majorité des puissances moyennes, soit 10 sur 17, soient des pays du Sud révisionnistes, suggère que ce n'est que le début des changements. Pourtant, lorsque les révolutionnaires d'aujourd'hui venus du Sud auront enfin obtenu la place qu'ils recherchent à la table, ne deviendront-ils pas les défenseurs du statu quo de demain ? Peut-être que la véritable nature de la géopolitique n'est pas du tout la recherche de l'équilibre, mais l'échange perpétuel des rôles dans le même jeu intemporel pour la domination.